Le feu n'a pas commencé avec des chars. Il a commencé avec un téléphone, quand le Burkina Faso et le Ghana décident d'abolir les frais de roaming. Beaucoup voient une réforme technique. Ibrahim Traoré, l'OI, y voit une brèche stratégique. Car dans cette région, une frontière ne sépare pas seulement deux territoires. Elle coupe des familles, ralentit les marchés, taxe la parole et transforme une simple conversation entre Africains en source de profit pour des réseaux qui ont toujours vécu de la division. Voilà pourquoi cette décision est explosive. Derrière les tarifs téléphoniques, il y a une vieille architecture de contrôle. Les lignes tracées en 1884 n'ont pas seulement divisé les terres, elles ont divisé les routes, les monnaies, les armées, les administrations, et maintenant, les signaux numériques. Chaque fois qu'un Burkinabé passe au Ghana, son téléphone lui rappelle que l'unité africaine a un prix. Chaque appel devient une petite rançon payée à un système qui a appris à monétiser la séparation. Ibrahim Traoré attaque précisément ce mécanisme. Il ne se contente pas de parler de souveraineté. Il la déplace dans la vie quotidienne, dans la poche des citoyens, dans leurs appels, dans leurs messages, dans cette capacité simple mais puissante de joindre un frère de l'autre côté d'une frontière sans être puni financièrement. La question devient alors beaucoup plus large. Si l'Afrique peut supprimer cette barrière dans les téléphones, pourquoi ne pourrait-elle pas supprimer d'autres barrières dans les ports, les banques, les marchés, les routes et les esprits? C'est cela qui inquiète les anciennes puissances. Car Traoré ne mène pas seulement une bataille économique. Il impose une nouvelle logique politique. Décision locale, effet régional, message continental. En s'alliant avec le Ghana sur un sujet aussi concret, il transforme le discours panafricain en outil opérationnel. Il montre que l'indépendance n'est pas un slogan brandi dans les cérémonies. C'est une série de décisions qui retirent, une par une, les petites chaînes invisibles. Mais chaque chaîne brisée provoque une réaction. Les forces qui profitaient de ces fractures savent que la suppression du roaming peut devenir un précédent. Aujourd'hui, les appels. Demain, les échanges commerciaux. Après-demain, la sécurité, l'énergie, les infrastructures. Et peut être même une nouvelle discipline régionale autour de l'AES. C'est pourquoi cette réforme, apparemment simple, ressemble à un avertissement. Le Burkina Faso de Traoré ne veut plus seulement résister. Il veut réorganiser les règles du jeu. Et, dès que cette volonté apparaît, les contre-attaques commencent. Derrière l'accord entre le Burkina Faso et le Ghana, il existe une réalité beaucoup plus profonde qu'une simple coopération téléphonique. Ibrahim Traoré sait que les empires modernes ne gouvernent plus uniquement avec des soldats, ils gouvernent avec les dépendances. Dépendance alimentaire, dépendance financière, dépendance énergétique, dépendance technologique et surtout, dépendance psychologique. Depuis des décennies, l'Afrique de l'Ouest fonctionne dans un système où chaque connexion régionale passe indirectement par des mécanismes hérités de l'ordre colonial. Les marchandises circulent difficilement entre voisins. Les communications coûtent cher. Les infrastructures numériques restent dépendantes d'acteurs extérieurs. Même les échanges humains sont ralentis par des structures conçues pour empêcher l'émergence d'un bloc africain autonome. Traoré a compris que le véritable champ de bataille n'est plus seulement militaire. Il est structurel. C'est précisément pour cela que l'Alliance des États du Sahel devient dangereuse pour les anciens centres de pouvoir. Au départ, beaucoup d'observateurs occidentaux considéraient l'AES comme une réaction temporaire aux tensions régionales. Une alliance fragile née des coups d'État au Burkina Faso, au Mali et au Niger. Mais progressivement, cette coalition commence à produire quelque chose de plus inquiétant, une logique d'autonomie, et cette logique attire désormais les regards des pays voisins. Le Ghana représente un symbole extrêmement sensible dans cette équation. Pendant longtemps, Accra a été présenté comme le modèle de stabilité politique compatible avec les attentes occidentales, une démocratie proche des institutions financières internationales, un partenaire fréquent des projets soutenus par l'Europe et les États-Unis.
Pourtant, malgré cette proximité, les difficultés économiques, les frustrations sociales et les limites du système régional deviennent de plus en plus visibles. Les populations regardent alors vers le Sahel avec une curiosité nouvelle. Elles voient Ibrahim Traoré parler de souveraineté alimentaire pendant que d'autres gouvernements parlent surtout de programmes d'ajustement. Elles voient des campagnes pour renforcer la production nationale. Elles voient des discours centrés sur la discipline, la sécurité intérieure et la réduction des dépendances. Et surtout, elles voient un dirigeant qui donne l'impression d'agir rapidement, sans attendre l'approbation extérieure. Cette image modifie progressivement les équilibres politiques régionaux. Le dossier du roaming devient alors une arme symbolique extrêmement puissante, car il touche directement la vie quotidienne des citoyens. Un commerçant ghanéen peut appeler un partenaire burkinabé sans explosion des coûts. Une famille séparée par la frontière peut communiquer normalement. Des échanges économiques deviennent plus fluides. En apparence, ce sont de petits changements. Mais politiquement, l'effet est immense. Traoré transforme la communication en instrument d'intégration régionale. Et cela menace directement les anciennes méthodes de contrôle. Pendant longtemps, les divisions africaines ont été entretenues parce qu'elles permettaient à des acteurs extérieurs de négocier séparément avec chaque État, fragmenter les marchés, fragmenter les alliances, fragmenter les intérêts. Mais lorsqu'un axe régional commence à contourner cette logique, tout le modèle devient instable. C'est exactement ce que Paris, Bruxelles et certains réseaux internationaux observent avec inquiétude, car derrière les appels téléphoniques moins chers se cache une autre possibilité, celle d'une circulation plus libre des idées politiques panafricaines. Et une population qui commence à échanger librement commence aussi à comparer les systèmes, comparer les dirigeants et comparer les résultats. Traoré le sait parfaitement. C'est pourquoi il parle constamment de dignité, de discipline et d'autonomie. Il tente de construire un récit où le Burkina Faso n'est plus présenté comme un pays faible cherchant de l'aide, mais comme un centre de résistance capable d'influencer ses voisins. Cette stratégie change progressivement la perception du pouvoir dans toute la région. Mais pendant que cette influence grandit, les adversaires de Traoré cherchent déjà un autre terrain pour le fragiliser. Ibrahim Traoré savait qu'un pays qui dépend de l'extérieur pour se nourrir reste un pays facile à contrôler. C'est pour cela que, parallèlement aux réformes politiques et sécuritaires, il a lancé une offensive centrée sur la souveraineté alimentaire. Barrages, élevage, agriculture, pisciculture, chaînes locales de production. L'objectif était clair: réduire progressivement les importations et empêcher que la survie quotidienne des Burkinabés dépende des fluctuations internationales ou des programmes humanitaires étrangers, mais cette stratégie menaçait directement certains intérêts économiques. Lorsque les projets piscicoles commencent à se développer autour de plusieurs barrages stratégiques, les autorités découvrent rapidement une série d'incidents inquiétants. Des cages ouvertes pendant la nuit, des filets découpés avec précision, des systèmes de surveillance endommagés, des pertes répétées juste avant les périodes de récolte. Au départ, certains responsables locaux parlent de vol ordinaire. Mais très vite, un détail attire l'attention des services de sécurité. Les attaques semblent coordonnées. Les saboteurs connaissent les horaires de surveillance. Ils ciblent les installations les plus rentables. Ils agissent avec méthode, parfois même en neutralisant les équipements vidéo avant d'intervenir. Pour Traoré, il ne s'agit plus de criminalité simple. Il considère cela comme une guerre économique silencieuse. Car derrière chaque cage détruite, il y a un message politique. Si le Burkina Faso devient capable de nourrir davantage sa population avec ses propres ressources, il réduit automatiquement l'influence de ceux qui utilisent l'aide alimentaire et les importations comme levier de pression. La bataille du poisson devient alors une bataille stratégique. Traoré répond immédiatement avec fermeté. Les contrôles sont renforcés autour des barrages. Les patrouilles augmentent. Les unités de surveillance reçoivent davantage de moyens. Et surtout, le discours officiel change de ton. Les auteurs de sabotage
ne sont plus présentés comme de simples voleurs. Ils deviennent des ennemis économiques du pays. Cette rhétorique marque un tournant. Le président burkinabé cherche à convaincre la population que l'indépendance ne sera jamais gratuite. Selon lui, chaque progrès vers l'autonomie provoquera des réactions de déstabilisation. Chaque tentative de produire localement sera combattue par ceux qui profitent des importations massives et des dépendances africaines. Et ce discours commence à trouver un écho régional. Car dans plusieurs pays voisins, beaucoup observent la même réalité. Des économies entières restent structurées autour de produits importés alors que les ressources locales existent. Les producteurs africains peinent à concurrencer des circuits commerciaux dominés par l'extérieur. Les projets d'autosuffisance rencontrent souvent des obstacles financiers, administratifs ou sécuritaires. Traoré utilise donc cette crise pour renforcer son image. Il ne se présente plus uniquement comme un dirigeant militaire. Il se présente comme un chef engagé dans une lutte globale pour reconstruire la souveraineté africaine depuis la base alimentation, production, discipline et contrôle national des ressources. Mais plus cette ligne politique se radicalise, plus les tensions augmentent. Car la bataille économique ne reste jamais isolée. Lorsqu'un pouvoir tente de transformer les habitudes d'un pays, il finit toujours par toucher à des intérêts sociaux, religieux et culturels beaucoup plus sensibles. Et c'est précisément là que Traoré va ouvrir un nouveau front extrêmement controversé, celui du contrôle du bruit, des nuits et de l'influence psychologique dans les villes burkinabées. Pour Ibrahim Traoré, la souveraineté ne dépend pas seulement des frontières ou des ressources naturelles, elle dépend aussi de l'état mental de la population. C'est cette idée qui explique l'une des dimensions les plus controversées de sa stratégie, la bataille contre ce qu'il considère comme le chaos social organisé. Bruit excessif, désordre urbain, distraction permanente, exploitation religieuse, nuit incontrôlée. Dans son discours politique, ces phénomènes ne sont pas des problèmes secondaires. Ils deviennent des outils qui empêchent la construction d'un État discipliné. Et cette vision transforme progressivement la manière dont le pouvoir agit dans plusieurs villes du Burkina Faso, les opérations menées contre certains bars, maquis, systèmes de sonorisation nocturne et structures religieuses non encadrées provoquent immédiatement des réactions très fortes. Les soutiens de Traoré parlent d'une restauration de l'ordre public. Ses opposants dénoncent un contrôle excessif de la société, mais derrière cette polémique, le président burkinabé poursuit une logique beaucoup plus profonde. Il veut produire un nouveau modèle citoyen. Dans ses interventions et dans celles de ses proches, un thème revient constamment: un peuple épuisé, désorganisé et distrait devient plus facile à manipuler. Selon cette approche, les anciennes puissances n'ont pas seulement exploité les richesses africaines. Elles ont aussi laissé s'installer des environnements sociaux où la confusion affaiblit la capacité collective de résistance. Traoré cherche donc à relier discipline sociale et indépendance politique. C'est là que sa stratégie devient particulièrement sensible, parce qu'elle dépasse la sécurité classique. Elle touche directement aux habitudes quotidiennes des citoyens, aux horaires, au comportement public, à la manière de vivre ensemble. Et lorsqu'un gouvernement commence à intervenir sur ces terrains, chaque décision prend immédiatement une dimension idéologique. Les unités chargées des contrôles nocturnes deviennent alors très visibles. Des établissements reçoivent des avertissements, certains lieux ferment plus tôt. Des dispositifs sonores sont saisis. Dans plusieurs quartiers, les habitants favorables au pouvoir applaudissent ces opérations, affirmant que les nuits étaient devenues ingérables depuis des années. Mais les critiques apparaissent rapidement. Des responsables religieux dénoncent des abus. Certains commerçants accusent l'État d'étouffer l'activité économique. D'autres craignent qu'une logique sécuritaire trop forte finisse par créer un climat de peur. Pourtant, Traoré maintient sa ligne. Pour lui, un État incapable d'imposer des règles simples dans ses propres villes ne pourra jamais résister aux pressions internationales. Et c'est précisément cette cohérence qui renforce son influence régionale. Car, dans plusieurs pays africains, une partie de la jeunesse commence à voir en lui un dirigeant différent,
non pas parce qu'il promet des réformes théoriques, mais parce qu'il donne l'impression d'agir directement sur les problèmes visibles du quotidien. Sécurité, discipline, production locale, contrôle des ressources, communication régionale. Chaque dossier s'intègre dans une même narration politique. La stratégie devient alors extrêmement puissante. Traoré construit progressivement l'image d'un chef qui refuse de séparer souveraineté économique, souveraineté culturelle et souveraineté psychologique. Selon cette vision, un pays dépendant financièrement, mais aussi mentalement, restera toujours vulnérable aux influences extérieures. Et pendant que cette doctrine se consolide à l'intérieur du Burkina Faso, un autre mouvement commence à inquiéter les capitales occidentales. Le Ghana se rapproche discrètement, de plus en plus, de cette dynamique régionale. Ce rapprochement change complètement les calculs géopolitiques. Car si un pays historiquement proche des circuits occidentaux commence lui aussi à coopérer stratégiquement avec le Burkina Faso et l'AES, alors l'isolement du Sahel devient pratiquement impossible. Les sanctions perdent de leur efficacité. Les réseaux commerciaux trouvent de nouvelles routes, les idées circulent plus vite. Et surtout, l'idée d'un bloc ouest africain plus autonome cesse d'être un simple slogan militant, elle commence à devenir une réalité politique. C'est exactement ce que redoutaient les anciens centres d'influence. Parce qu'à partir du moment où plusieurs États africains commencent à coordonner leurs infrastructures, leurs communications et leurs intérêts économiques, le vieux modèle de dépendance régionale entre dans une zone de turbulence extrêmement dangereuse. Et Ibrahim Traoré semble désormais vouloir aller encore plus loin. Le rapprochement entre le Burkina Faso et le Ghana ne représente plus seulement une coopération ponctuelle, il devient progressivement le symbole d'un changement beaucoup plus vaste dans l'équilibre ouest-africain. Pendant des années, les puissances occidentales ont compté sur une logique simple, maintenir les États africains dans des espaces d'influence séparés. Certains pays restaient proches des institutions financières internationales. D'autres dépendaient fortement des accords militaires étrangers. D'autres encore servaient de relais politiques régionaux. Ce système permettait de limiter l'émergence d'un bloc autonome capable de négocier collectivement, mais l'arrivée d'Ibrahim Traoré bouleverse cette mécanique. Car, contrairement à beaucoup de dirigeants avant lui, il ne construit pas seulement un discours nationaliste intérieur. Il cherche à créer une dynamique régionale fondée sur l'idée que les États africains doivent réduire ensemble leurs dépendances structurelles. C'est là que le Ghana devient essentiel. Accra comprend progressivement qu'ignorer totalement l'élan politique venu du Sahel pourrait devenir risqué. Les populations observent ce qui se passe au Burkina Faso, au Mali et au Niger. Elles voient des gouvernements qui défient ouvertement certaines pressions extérieures. Elles voient l'AES survivre malgré les sanctions. Et surtout, elles voient un discours panafricain qui gagne du terrain dans la jeunesse. Le danger pour les gouvernements côtiers devient alors politique. Si leur population commence à considérer les dirigeants du Sahel comme plus souverains, plus courageux ou plus proches des intérêts populaires, les équilibres internes peuvent changer rapidement. Le Ghana choisit donc une approche prudente, maintenir ses relations internationales traditionnelles, tout en ouvrant progressivement certains canaux de coopération avec le Burkina Faso. La suppression du roaming devient ainsi un laboratoire géopolitique. Car derrière cette mesure se cache une expérimentation beaucoup plus importante, tester la possibilité d'une intégration régionale indépendante des anciennes hiérarchies imposées par l'extérieur. Traoré comprend parfaitement l'enjeu. S'il réussit à créer des partenariats concrets avec des États non membres de l'AES, alors son projet cesse d'être un simple bloc sahélien, isolé, il devient une force d'attraction régionale. Et cette perspective provoque une inquiétude réelle dans plusieurs centres de décision occidentaux. Parce qu'un axe Ouagadougou-Accra plus solide pourrait ouvrir la voie à d'autres coopérations, commerce régional, renforcé, réseau numérique partagé, projet énergétique commun, coordination sécuritaire, circulation plus fluide des populations et des capitaux africains, autrement dit, une architecture parallèle. Le problème pour les anciennes puissances est que cette dynamique devient difficile à combattre frontalement. Sanctionner ouvertement
le Ghana serait politiquement dangereux. Ignorer le mouvement permettrait à l'influence de Traoré de continuer à grandir. Les stratégies classiques de pression deviennent donc moins efficaces. Et pendant ce temps, l'image du président burkinabé continue d'évoluer. Au début, beaucoup le présentaient uniquement comme un militaire arrivé au pouvoir dans un contexte de crise sécuritaire. Désormais, il cherche à apparaître comme l'architecte d'un nouveau modèle africain centré sur l'autonomie régionale, la discipline étatique et la souveraineté économique. Cette transformation de son image est stratégique, car Traoré sait qu'un dirigeant isolé reste vulnérable, mais un dirigeant qui devient symbole dépasse les frontières de son propre pays. Son influence commence alors à vivre dans les débats régionaux, les réseaux sociaux, les mouvements panafricains et même dans les frustrations populaires contre les anciens systèmes de dépendance. C'est précisément ce qui rend la situation explosive. Le Burkina Faso n'est plus perçu uniquement comme un pays sahélien en crise. Il devient le centre d'un récit politique beaucoup plus large, celui d'une Afrique qui cherche à redéfinir seule ses priorités, ses alliances et ses intérêts. Mais cette montée en puissance ouvre aussi une question extrêmement dangereuse. Car plus Traoré avance vers cette logique d'autonomie régionale, plus la confrontation avec les réseaux qui dominaient historiquement l'espace ouest africain devient inévitable. Et cette confrontation pourrait bientôt entrer dans une phase beaucoup plus directe. Ibrahim Traoré ne mène plus seulement une transition politique. Il mène une bataille de narration. Depuis le début, son objectif dépasse largement les frontières du Burkina Faso. Chaque décision, chaque réforme, chaque discours cherche à installer une idée précise dans l'esprit des populations africaines. L'Afrique peut fonctionner autrement si elle cesse d'organiser sa dépendance. C'est pour cela que l'accord avec le Ghana a provoqué autant de réactions. Parce qu'il ne parle pas uniquement de télécommunications, il parle du futur des rapports de force en Afrique de l'Ouest. Pendant plus d'un siècle, les anciennes structures coloniales ont survécu en transformant les divisions africaines en mécanismes économiques permanents. Frontières coûteuses, marchés séparés, systèmes financiers fragmentés, réseaux dépendant de centres extérieurs. Traoré attaque progressivement chacun de ces points. D'abord, la sécurité, ensuite l'alimentation, puis la discipline intérieure, maintenant les connexions régionales. Et derrière cette progression apparaît une logique claire, reconstruire un espace africain capable de réduire ses vulnérabilités sans attendre l'autorisation des puissances étrangères. C'est précisément cette logique qui inquiète autant ses adversaires. Car, si l'expérience du Burkina Faso inspire d'autres pays, alors l'équilibre régional peut changer durablement. Les populations commencent déjà à comparer les modèles. Elles observent quels dirigeants paraissent défendre les intérêts nationaux avec fermeté et lesquels restent enfermés dans les anciens schémas diplomatiques. Traoré utilise cette comparaison comme une arme politique. Il transforme chaque crise en démonstration. Chaque tension devient la preuve, selon lui, qu'une partie du système international refuse de voir émerger une Afrique réellement autonome, et plus les attaques augmentent contre son gouvernement, plus il peut renforcer son image de dirigeant résistant à des pressions extérieures. Mais cette stratégie comporte aussi des risques immenses. Parce qu'à mesure que son influence grandit, les attentes populaires augmentent également. Produire des symboles ne suffira pas éternellement. Les populations demanderont des résultats visibles en emploi et stabilité, en sécurité, infrastructure, amélioration concrète des conditions de vie. Le véritable test commence maintenant. Car l'histoire retiendra moins les discours que la capacité réelle à transformer durablement le Burkina Faso et ses alliances régionales. Pourtant, une chose est déjà certaine, Ibrahim Traoré a réussi à déplacer le centre du débat africain. Aujourd'hui, la question n'est plus seulement de savoir si le vieux système colonial a existé, la question devient beaucoup plus dangereuse pour les anciennes puissances. Que se passera-t-il si de plus en plus d'États africains décident de sortir progressivement de ces mécanismes de dépendance? Et, à travers le Sahel, cette idée continue de se propager, comme un signal impossible à arrêter.